On va parler appel client, comment est-ce que on peut bien préparer un appel client, comment est-ce qu'on peut bien le gérer aussi sans le stress qui peut être parfois impressionnant de se dire je suis face à un client, enfin une personne que je connais pas, etc. et potentiellement un deal, comment est-ce que j'évite de perdre mes moyens. Et puis surtout, c'est quoi la suite que je donne à mon appel client. Je vous partagerai un peu ma checklist, c'est une sorte de 10 questions, en gros 10 validations qu'il faut que je puisse avoir coché à la fin d'un appel pour me dire ok, l'appel s'est bien passé, je passe à l'étape suivante. Avant ça, petite intro pour celles et ceux qui me découvrent avec cet épisode-là, je m'appelle Alexis Michela, je suis le fondateur de Tribu Indé, un écosystème de contenu à la fois gratuit et payant pour accompagner tous les indépendants, les consultants et des prestataires de services à réduire leur stress de ne pas trouver de nouvelles missions. Et pour ça, on travaille sur 3 gros piliers. Une offre et un positionnement carré, l'apprentissage de la vente pour facturer plus cher et une organisation au service de la croissance et de votre développement. Comme d'hab, si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez toutes les infos sur tribuindé.com. Il y a plein de contenus gratuits qui existent. Il y a des programmes d'accompagnement si vous en avez envie. Bref, allez faire votre marché là-bas. Eh bien écoutez, sans plus de transition, je vous propose de passer au mémo de la semaine sur comment est-ce que je gère un appel avec un prospect et un client. Donc je me suis dit que j'allais un peu vous parler de ce sujet-là en 3 parties. Parce que selon moi, bien gérer un appel prospect, il y a un avant et il y a un après l'appel. Il y a avant l'appel, pendant l'appel et puis après l'appel. Donc je me suis dit que j'allais faire 3 parties. La première partie sur comment est-ce que vous pouvez travailler votre préparation d'appel. La deuxième partie sur comment est-ce que vous pouvez avoir un fil conducteur clair parce que c'est important de ne pas avoir d'improvisation sur le déroulé pour éviter un peu les flottements. Et la troisième partie sur conclusion plus le bon follow-up, c'est-à-dire à quel point je fais un bon suivi derrière côté client. Tout ça, le fait d'avoir ces 3 parties-là, ça vous assure d'avoir une posture de professionnel. Et malheureusement, je suis désolé de le répéter, mais ça manque à beaucoup de freelances qui sont pas professionnels dans leur approche, qui sont pas professionnels dans leur discours, qui savent pas vraiment où aller, etc. Et en fait, la réalité, c'est que faut pas être dupe, le client, il le sait, quoi. Il le sent, et ça, c'est dommage parce que si vous n'êtes pas pro dès l'appel, c'est impossible de déjà closer un client et encore moins de pouvoir augmenter vos prix et de bien vivre de votre activité parce que vous êtes à l'arrache en fait. Vous êtes à l'arrache sans vous en rendre compte parfois, mais vous êtes à l'arrache. Donc ça met pas en confiance et donc l'idée c'est au mieux vous allez vous préparer, au mieux vous augmentez vos chances aussi d'avoir une conversion qui soit la meilleure possible. Donc la première partie sur travailler sa préparation. L'idée de cette première partie-là, forcément, vous allez me dire, c'est d'identifier aussi un chantier commun. On ne propose pas un appel avec un prospect tant qu'on ne se dit pas, ok, il y a une opportunité de trouver un chantier commun sur lequel on va travailler ensemble. Donc là, l'idée, c'est que, encore une fois, pour cet appel-là, c'est d'avoir un rôle d'expert et une posture d'écoute. Donc l'idée, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que le but du jeu sur un appel, c'est de rentrer le plus vite possible dans le vif du sujet. Pour pouvoir rentrer le plus vite possible dans le vif du sujet, ça nécessite d'être bien préparé, d'avoir déjà récupéré vous de votre côté des informations et de pas juste arriver les mains dans les poches en mode je vais poser des questions à mon prospect, il va pouvoir me répondre 2-3 petits trucs et puis moi je vais prendre des notes et en fait je vais pouvoir broder à partir de là. Non. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon moi, encore une fois, je vous partage ma méthodologie, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais moi j'évite les questions bateau autour de qu'est-ce que vous faites comme c'est quoi vos différents produits, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre positionnement, etc. Parce que ça, en fait, si je passe un quart d'heure et que je suis pas trop flemmard, je peux trouver cette information-là facilement sur Internet. Donc ça, c'est hyper important. Comme moi, je prépare mes appels avec des prospects, je travaille sur un petit document de travail qui a 3 parties. Première partie sur l'entreprise, deuxième partie sur le besoin, si j'ai déjà quelques infos là-dessus. Et la troisième partie très importante aussi sur les arguments commerciaux que je vais pouvoir préparer pour vous mettre en avant. Si je rentre sur les 3 parties, donc la première partie sur l'entreprise, là j'essaie de lister un maximum de choses sur le pitch de l'entreprise et sa proposition de valeur. Donc là facile, je vais sur le site internet et puis je me balade un peu, je regarde, je prends des notes, etc. Très important aussi, moi j'aime bien comprendre un peu sa manière de gagner de l'argent. Est-ce que c'est du service ? Est-ce que c'est de l'abonnement ? Est-ce que c'est du one-shot ? Est-ce que c'est de l'implémentation chez le client, etc. Bref, j'aime bien comprendre comment est-ce qu'elle gagne de l'argent parce que c'est toujours intéressant. Et même si vous ne faites pas un job qui est lié de près ou de loin à la partie business, c'est toujours cool d'arriver sur l'appel en disant voilà, je ne vais pas vous poser des questions basiques, j'ai bien compris, est-ce que vous pouvez bien me confirmer que vous faites ça, j'ai bien compris que votre business model c'est ça. En fait, même si vous êtes développeur ou graphiste, en fait, côté client, on se dit ok, en fait, la personne elle a bossé, elle a taffé, elle a compris ce qu'on faisait, etc. Et donc ça, c'est vachement valorisé. C'est valorisé aussi parce que personne ne le fait là-dessus. Sur des personnes qui ne sont pas liées directement à la partie business. Moi ensuite j'aime bien aller chercher c'est quoi la clientèle cible, c'est quoi les acteurs clés du marché si c'est un secteur que je connais pas forcément. Moi ça me permet au plus d'apprendre des trucs et au moins j'arrive mieux préparé là-dessus. Important aussi de comprendre c'est quoi les challenges que résout l'entreprise pour leurs clients.
Donc c'est très lié aussi à la proposition de valeur et au positionnement, mais c'est toujours important aussi de les avoir. Les concurrents et les alternatives existantes, ça c'est pas mal parce que souvent ce qui se passe, c'est que en fonction des questions que vous allez poser, moi ça m'arrive souvent que des prospects me citent des noms de boîtes. Bah, en fait, si j'ai pas taffé avant, bah, je suis là en mode ok, bah, je note la boîte, mais je suis pas en capacité de rebondir sur ah oui, effectivement, et du coup, sur cette boîte-là, moi j'ai repéré ça. Est-ce que c'est un truc qui est important pour vous? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette boîte-là et pas une autre comme exemple, etc., etc. Donc, ça, moi j'aime bien et ça me permet aussi tout de suite de pouvoir faire des recommandations. Moi, dans mon cas, sur des sujets de copie et de positionnement, bah, le fait d'avoir un peu étudié les concurrents et les alternatives, ça me permet aussi potentiellement de partager deux, trois petits conseils de valeur en mode bah voilà, par rapport à votre positionnement, est-ce que j'ai vu chez des concurrents, je pense que vous, il y a cette petite faiblesse-là qu'il faudrait travailler, etc. Autre point, moi j'aime bien savoir à qui j'ai affaire en face de moi. Donc de comprendre un peu la personne avec qui je vais faire le call, depuis quand elle est dans la boîte, qu'est-ce qu'elle a fait avant, parce qu'il y a peut-être des points communs sur lesquels je vais pouvoir aller. J'aime bien regarder un peu si c'est une personne qui publie sur LinkedIn, qu'est-ce qu'elle a publié, c'est quoi ses sujets de prédilection, etc. C'est quoi un peu la structure de l'équipe. Donc ça, LinkedIn Premium m'aide vachement là-dessus. Mais par exemple, si j'ai en face de moi une CMO, j'aime bien savoir, ok, ton équipe, il y a telle et telle personne dedans, etc. Moi, ça me permet de voir aussi la maturité de la boîte sur le sujet marketing, par exemple. Et voilà. Donc, et en plus, ça vous permet de voir avec qui potentiellement vous allez pouvoir travailler aussi. Et ça évite, ça vous permet surtout de gagner du temps, en fait, pendant l'appel pour éviter de reposer ce genre de questions. Donc ça prend un peu de temps. C'est une bonne grosse demi-heure, en vrai. Vous n'avez pas besoin non plus de faire une disserte. Moi, je me note 2-3 trucs, des bullet points, etc. Mais c'est une petite demi-heure de préparation. Ensuite, il y a la partie le besoin. Donc ça, c'est la deuxième partie de document. Là, l'idée, j'ai pas forcément d'énormes recos à vous faire, mais l'idée, c'est de lister aussi. Déjà, soit vous avez de vous remettre juste sur le document le besoin, si c'est de l'entrant et quelqu'un vous a contacté avec un besoin spécifique, etc. Vous le remettez juste pour l'avoir en tête avec votre document que vous êtes pendant votre call. Et après, sinon, moi, j'aime bien lister aussi toutes les questions qui me seront utiles pour bien cerner le besoin et poser mon diagnostic. Donc, par exemple, il y a 2 parties là-dedans. Moi, j'aime bien creuser tout ce qui a déjà été testé auparavant sur la mission qu'on peut potentiellement me confier. Et j'aime bien aussi creuser l'existence, ce qui existe déjà. Donc, par exemple, je vous prends 2 exemples. Si je suis rédacteur, sur creuser tout ce qui a été testé auparavant, si je suis rédacteur, ok, il y a un blog, est-ce que tout a été écrit en interne? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? C'est quoi les limites que vous avez constatées en confiant tout en interne? Ah, vous avez utilisé l'IA, ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est quoi les limites aussi? Et pourquoi ça n'a pas matché aussi avec d'autres freelances avec qui vous avez travaillé, avec lesquels vous travaillez plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui manquait à ces freelances-là, etc. Ça, c'est tout le genre de questions que j'aime bien préparer sur qu'est-ce qui a déjà été testé auparavant et qu'est-ce que moi je vais pouvoir apporter de nouveau. Et après, creuser aussi l'existant. Donc par exemple, si vous faites des sites internet, c'est poser la question, ok, qui a fait ce site internet là, comment est-ce qu'il a été fait, ça a été quoi le brief, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez l'améliorer, est-ce que vous avez déjà réfléchi aux pistes d'amélioration? Ça, c'est des sujets intéressants. Quel que soit votre sujet d'ailleurs, c'est est-ce que vous avez déjà réfléchi à des choses que vous voudriez améliorer par rapport à l'existant? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'améliorer ces choses-là en particulier? Qu'est-ce qui vous fait dire aussi que c'est le bon moment aujourd'hui de travailler sur votre site internet et pas dans 6 mois ou dans 1 an? Pareil, ça vous permet de jauger à quel point votre client est mature sur le fait de mettre un budget maintenant. Parce que là, tout de suite, avec cette question-là, vous allez avoir 2 typologies de prospects. La première typologie où en fait la personne va vous dire écoute, en fait, pour l'instant, je suis encore en phase d'exploration. On n'a pas forcément de budget et c'est pas un truc qui est ultra urgent pour nous, mais je suis en phase d'exploration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas passer de temps à faire une proposition commerciale et vous recontacterez cette personne-là dans 3-4 mois quand elle sera un peu plus mature. À l'inverse, quand vous avez quelqu'un qui est en face de vous et hyper au clair, vous savez que là vous avez un prospect chaud qui est intéressant et pour lequel il va falloir bien prendre soin. Voilà là-dessus. Il y a 2 questions aussi indispensables que je me note absolument dans mon document de préparation. La première question, c'est qu'est-ce qui nous permettra de dire que la mission est un succès pour toi et l'équipe? Et la deuxième question indispensable, c'est quels sont les indicateurs de succès qu'on va prendre en compte à la fin de la mission? En gros, ces 2 questions-là, elles permettent plusieurs choses. Elles me permettent d'évaluer le niveau d'exigence et de maturité du client. Donc en fait, comprendre un peu sur quel niveau il va évaluer le succès de la mission, ça me permet de voir un petit peu si déjà on est aligné sur les indicateurs, si lui a d'autres indicateurs, si c'est des choses très concrètes, si c'est des choses plutôt émotionnelles, etc. Et ça me permet aussi de voir les indicateurs qu'il va avoir en tête et sur lesquels moi je pourrais jouer dans ma proposition commerciale. Donc voilà, ça c'est extrêmement important, absolument à poser ces 2 questions-là. Donc je vous les répète, qu'est-ce qui nous permettra de dire que la mission c'est un succès pour toi et l'équipe, et quels sont les indicateurs de succès que l'on va prendre en compte à la fin de la mission pour se dire est-ce qu'on a réussi ou pas. Donc ça c'est important parce que ça vous permet de setup dès la base en fait.
C'est quoi la ligne de départ sur laquelle vous allez démarrer avec votre client pour pouvoir lui dire, ok, par exemple, si vous n'avez pas forcément atteint tous les objectifs, c'est de dire, ok, on n'a pas forcément atteint les objectifs, mais souviens-toi de la ligne de départ, on a quand même avancé. On n'est pas arrivé à l'arrivée, mais on n'est pas non plus au départ. Donc ça, c'est vachement important. Et enfin, du coup, la troisième partie de mon document, donc je vous le rappelle, première partie, entreprise, deuxième partie, le besoin, et préparez vos questions à ce sujet. Et la troisième partie, c'est vos arguments. Donc là, en fait, ce que moi, j'aime bien mettre, c'est toujours d'être au clair sur votre présentation. Comment est-ce que vous vous présentez en quelques minutes, c'est quoi les arguments que vous mettez en avant, votre méthodologie. Donc là, selon moi, c'est méthodologie, elle doit être hyper synthétique, étape par étape, les livrables, voilà comment est-ce qu'on travaille ensemble. En première étape, dans un premier temps, on va faire ça. Pourquoi est-ce que c'est important de faire cette étape-là pour telle et telle raison? À la fin de cette étape-là, on sort un premier livrable. Ce premier livrable nous permet de passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est tel sujet, etc., etc. En fait, le fait que ça soit hyper carré et structuré dans votre tête, ça le sera pour votre client et donc ça va le rassurer. Autre point très très important, préparez en amont vos références clients que vous voulez mettre en avant vous. Je vous dis ça pourquoi? Parce que d'expérience personnelle, et ça m'est arrivé, donc je l'ai vécu et c'est toujours douloureux, quand je prépare pas cette partie-là et que les clients me disent, c'est quoi les clients, quels sont les clients avec qui tu as déjà bossé, c'est quoi un peu le genre de mission sur lesquelles tu as déjà travaillé. En fait, bizarrement, y a tellement d'informations qui rentrent et en fait, je suis là en mode, mais attends, de quel client je peux parler, etc. Et en fait, ça fait une sorte de blocage et ce petit moment de flottement, il rassure pas le client. Et donc on perd nos moyens, on tâtonne un peu, on est là en mode on se reprend, c'est pas très clair quand on parle du client, etc. Versus vous dire, ok, vas-y, j'ai 3 références joker que je peux mettre en avant. Sur chaque référence, situation, contexte, plan d'action, méthodologie, résultat, bam, et comme ça, je sais que je vais aller piocher exclusivement que sur ces 2-3 références-là plutôt que de me dire, ah, mince, attends, de quoi je vais pouvoir parler, je sais pas trop, et en fait, vous perdez vos moyens, et là, c'est pas très rassurant pour le client. Et dernier point, deux derniers points, vos disponibilités aussi à venir, parce que vous allez avoir la question et donc plutôt que de regarder votre agenda en live, dites-vous, bah voilà, moi je suis disponible qu'à partir du temps. Est-ce que c'est bloquant? Et une idée de vos tarifs, parce qu'on vous posera forcément la question là-dessus. Là-dessus, je vais pas faire un énorme laïus sur le pricing. J'ai fait une série de 3 épisodes, donc vous avez 3 heures de contenu là-dessus. C'est l'épisode 87, 88, 89 où je parle en long, en large et en travers de pricing, de tarifs, de package, etc. Donc les arguments, c'est une présentation claire, une méthode qui doit être synthétique, étape par étape, avec vos livrables, etc. Les références clients que vous avez absolument envie de mettre en avant, vos disponibilités à venir et une idée de vos tarifs, parce que vous aurez forcément la question. Donc ça, c'est sur cette première partie-là de préparation. Donc forcément, au début, ça va vous prendre du temps. Après, vous allez voir en fait toute la partie argumentaire. Eh bien, vous avez juste à la répliquer. La partie besoin, en général, c'est plus ou moins les mêmes questions si vous êtes, encore une fois, si vous avez un positionnement qui est très précis et très spécifique. En fait, ce qui va vous prendre du temps à chaque fois, c'est la partie un peu recherche entreprise, etc. Donc, en fait, à terme, vous devez passer moins d'une demi-heure sur la préparation d'un appel, mais la première fois, vous allez potentiellement y passer au moins 1 heure, quoi. Donc ça, c'est sur cette partie-là, travailler sa préparation. Deuxième partie sur avoir un fil conducteur clair et donc comment est-ce que ça se passe sur un appel prospect. Moi j'ai 6 étapes, je vous les partage, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever, etc. Les 6 étapes je vous les présente et après je rentrerai dans les détails là-dessus. Première étape, introduction de l'appel. En gros c'est l'ordre du jour que vous imposez à votre client. Deuxième étape, c'est la partie un peu présentation du prospect. Et là, c'est surtout de clarifier certains points de votre préparation, je vais y revenir. La troisième partie, c'est le contexte et challenge. Donc là, vous vous focalisez sur les problématiques et les besoins de votre prospect. Quatrième étape, c'est le récapitulatif intermédiaire. Donc là, c'est une sorte de temps de respiration pour bien valider le besoin et bien valider que vous avez compris là où vous mettez les pieds. Donc ça, c'est extrêmement important. Quasiment personne ne fait ce genre de choses et pourtant, c'est vraiment un game changer pour moi. Ensuite, on passe sur toute la partie de votre présentation, ce que vous faites, comment vous le faites, votre méthodologie, les résultats. Et enfin, très très important, la conclusion, donc prochaines étapes pour vous et votre client. Là-dessus, un point, parce qu'on a discuté du coup en suivi collectif avec la team Reacteur. Moi, j'avoue que je suis pas trop de l'école de faire une discussion météo au démarrage pour un peu briser la glace. Pourquoi? Parce que généralement, mes appels durent 30-40 minutes grand max. Et en fait, 30-40 minutes, ça passe très très vite quand vous avez beaucoup de questions à poser. Moi, j'aime bien poser des questions, bien comprendre là où je mets les pieds. Et donc, en fait, les 2, 3, 4 minutes que je vais passer à parler de la météo, de ce que vous avez fait, etc. Moi, j'avoue que ça me saoule un peu et j'ai envie de respecter le temps de mes clients. Et donc, quand mes clients me disent, j'ai qu'une demi-heure, ça me saoule de passer en fait 45 minutes quand c'est pas encore un client. Enfin, quand c'est un prospect et que c'est pas encore un client. Donc du coup, moi j'ai une sorte de script et donc je démarre tout de suite. On se connecte et tout de suite j'ai mon petit script que je vous partage à l'oral.
Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur les 30 prochaines minutes. Pour qu'on soit le plus efficace, j'ai l'habitude de structurer mes appels de cette manière. D'abord, j'aimerais qu'on revienne sur la boîte. J'ai fait mes devoirs, mais j'ai quelques questions supplémentaires à te poser. Ensuite, j'aimerais juste qu'on creuse beaucoup plus dans ton besoin, tes enjeux, ce que tu as déjà mis en place et ça me permettra de mieux cerner tes attentes. Et puis, en troisième partie, moi, je te partagerai des premières pistes de travail, ma méthodologie, comment est-ce que je fonctionne et comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin ensemble. Est-ce que ça te va de faire comme ça? J'attends la validation du client et après, super, on est parti. Et là, je peux dérouler. Et donc en fait, le fait d'imposer votre rythme, ça permet de vous dérouler et de ne pas être sujet à votre client qui va parler pendant 45 minutes d'un truc qui ne vous intéresse pas. Là au moins, vous avez vos questions, les réponses et puis vous passez d'une étape à l'autre. Donc ça, c'était l'introduction de l'appel. Maintenant, présentation du client, on en a déjà parlé. L'idée, c'est que vous ayez gagné déjà du temps grâce à votre prépa. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des phrases un peu type de je me suis déjà renseigné sur Tribu 1D, si je comprends bien ce que vous faites, c'est ça, ça, ça. Est-ce que j'ai oublié un élément important pour toi? Hop, là, vous gagnez vachement de temps. Du côté, par exemple, de vos clients, j'ai un peu de mal à cerner votre client cible. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton persona type? J'ai en tête tel et tel concurrent. Est-ce que j'en oublie? Selon toi, qu'est-ce qu'ils font mieux ou mieux que vous ou moins bien que vous? Par exemple, sur le plan marketing, sur le design, si vous êtes designer, sur leur funnel de conversion, etc., etc. Donc là, l'idée, présentation du client, vous avez déjà préparé vos questions et vous ne posez des questions que sur des choses importantes sur lesquelles vous n'avez pas trouvé la réponse en amont. Ensuite, là, on passe sur contexte et challenge. Donc là, c'est la partie vraiment, on se focalise sur les problématiques et les besoins du client. Et donc là, l'idée, c'est que vous ne pouvez pas passer à la prochaine partie qui est le récapitulatif si vous n'êtes pas au clair sur les challenges. Donc là, c'est ce que je vous disais, qu'est-ce qui donne envie de tester ça, qu'est-ce que vous avez déjà testé, qu'est-ce que tu as envie de résoudre si on travaille ensemble, etc. Donc là, c'est toutes vos questions qui vous permettent, vous, de vous dire « Ok, je suis la bonne personne pour répondre à ces questions-là ». Si je vous donne juste toutes les questions basiques, ça ne vous aide pas à réfléchir de vous-même sur votre mission et votre problématique et votre positionnement à vous. Donc là, faites le job d'avoir un set de 5-10 questions qui vous permet de bien cerner le besoin, de bien comprendre les implications que ça demande, le type de livrable qu'ils attendent, etc., etc. Et ensuite, là, vous passez sur le récap intermédiaire. Et donc, en fait, j'aime bien cette étape-là parce qu'elle permet deux choses. Déjà, si vous avez mal fait votre travail sur la partie précédente de bien comprendre le contexte et le challenge, vous êtes incapable de faire un récapitulatif intermédiaire et donc c'est une bonne sonnette d'alarme pour vous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça vous permet juste de valider, parce que vous allez reprendre les mots de votre client, de valider que vous avez bien compris, que le client est sûr d'avoir tout dit, parce que généralement, ce qui peut se passer, c'est qu'à ce moment-là, quand vous faites votre récapitulatif, eh bien, la personne, elle va vous dire, et effectivement, c'est exactement ça. Si je peux me permettre, je vais rajouter ça. Hop, et donc là, vous repassez sur une boucle contexte et challenge. Et puis, en fait, c'est génial d'avoir un prospect qui va vous dire en face, c'est exactement ça, vous avez très très bien cerné mon besoin, etc. Alors qu'en réalité, vous avez juste repris exactement ce qu'il vient de vous dire sur les 10 dernières minutes. Donc ça, moi, j'aime bien, c'est vraiment un petit temps de respiration. Et donc, je commence toujours en mode, donc à ce stade, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, hop, je paraphrase les éléments les plus importants. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que j'aurais pas saisi? Est-ce que j'ai balayé tout le sujet ou pas? Avant qu'on passe à la prochaine phase où je vais te présenter un peu ma méthode, comment est-ce que je peux t'accompagner, etc. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, on passe du coup à la partie présentation. Donc là, c'est le moment de parler de vous. Pendant quasiment les 2 tiers de l'appel, vous avez écouté votre prospect. Là, l'idée, c'est de pouvoir parler de vous. Moi, ce que j'aime bien faire, alors vous pouvez pas tout le temps le faire, mais quand c'est pertinent, j'aime bien partager des premières pistes de travail. C'est une sorte de mini consulting. Moi, j'aime bien être paradin en conseil. Je sais que certains sont là en mode, ben non, c'est un appel prospect. L'appel prospect, il est pas là pour partager des choses, il est là pour vendre. Oui, c'est vrai, mais vendre, ça veut pas dire ne pas partager de valeur dès le premier rendez-vous. Donc, ce que moi j'aime bien faire dans l'ordre, c'est de parler de mon offre, parler de la méthodologie, parler des réussites de mes clients, et ensuite de lui partager quelques points sur lesquels moi je verrai des axes d'amélioration sur ce qui existe déjà. Donc sur l'offre et la méthodologie, normalement vous avez créé votre petit doc en interne, ça peut être un doc de positionnement, alors moi c'est comme ça que j'appelle ça, un doc de positionnement, sur lequel je fais travailler tous mes clients freelance, mais aussi sur lequel moi j'ai un doc qui récapitule un peu mon positionnement, le marché sur lequel je suis, l'offre, la méthodologie, le genre de client que j'accompagne, pourquoi j'accompagne ce genre de client-là, mes réussites clients, etc. Et donc ça, c'est extrêmement important d'aller chercher ça. Et sur la partie offre et méthodo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je démarre une nouvelle collab, voilà comment ça se passe en telle et telle étape. Dans chaque étape, voilà l'objectif de chaque étape, voilà ce qu'on va faire. En général, je prends à peu près entre 5 et 10 jours pour telle étape. Les livrables seront ceux-là. Et en amont, moi, je vais vous demander telle et telle tâche, en plus d'avoir un interlocuteur privilégié. Et j'aime bien terminer cette partie-là avec une question, est-ce que c'est ce que tu avais en tête? Donc une fois que j'ai présenté mon offre, ma méthodologie, j'aime dire, est-ce que c'est ce que tu avais en tête? En fait, cette question-là, elle est très importante pour une chose, parce qu'elle permet de conforter votre prospect dans son choix et dans sa vision de travailler avec vous.
Ou au contraire, ça permet déjà de lever des premières objections. Ah ok, ok, très super intéressant Alexis. Par contre, je suis pas sûr de bien comprendre l'étape 2, en quoi est-ce qu'elle est vraiment importante, parce qu'elle rajoute du temps, etc. Nous, on a déjà fait ça en interne. Hop, là, vous levez une première objection. Et donc ça vous permet tout de suite, alors que vous n'êtes pas encore à la fin sur votre proposition, etc., vous pouvez déjà lever des objections, alors que vous venez juste de présenter votre offre et votre méthodologie. Donc voilà, pour chaque étape, précisez bien aussi l'objectif de cette étape, comment vous allez vous y prendre, et puis les livrables différents. Et donc là, vous êtes content d'avoir effectivement bien préparé les différents cas clients, votre méthodologie, etc. Vous allez toujours avoir la question de combien ça coûte. Moi, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est je prends un peu bien évidemment, je pose la question, très très important. C'est quoi alors, non pas est-ce que vous avez un budget en tête, parce que ça c'est question fermée, mais moi j'aime bien faire une question orientée qui est quel budget avez-vous prévu pour cette mission et cette prestation-là. Donc la question est plus est-ce que tu as prévu un budget, mais c'est plutôt maintenant de quel ordre de grandeur est ton budget. Donc ça permet un peu parfois de coincer certains prospects qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir en face des freelances qui posent la question, d'avoir vraiment des chiffres concrets, parce que généralement ce que vous allez avoir 2 fois sur 3 c'est j'attends de voir un petit peu ta proposition, on est un peu en phase d'exploration avec d'autres freelances, etc. Donc on attend de voir. Donc en fait pour moi pour débunker ça, j'aime bien dire voilà, par rapport à l'offre que je t'ai présentée, à ma manière de travailler, compte un investissement minimum de X milliers d'euros. Est-ce que c'est ce que tu avais en termes de budget? Est-ce que ça te paraît cohérent ou pas? Et là, moi, j'aime bien laisser aussi un petit peu de temps de réponse au prospect avant de se justifier. J'aime bien dire c'est un peu le blanc un peu gênant, mais qui est nécessaire dans l'appel, parce que là, encore une fois, ça permet de soulever aussi les premières objections que vous allez pouvoir avoir. Et ensuite, vous avez les prochaines étapes. Donc en gros, une fois que vous avez partagé votre offre, votre méthode, que vous êtes au clair sur le challenge, etc., c'est dire ok, ce que je te propose maintenant, je vais t'envoyer une proposition détaillée d'ici demain soir. Est-ce que tu as d'autres besoins, est-ce que tu as d'autres détails dont on n'a pas parlé aujourd'hui? Ou est-ce que tu en es aussi dans ton process? Reposer la question très importante. Est-ce que je suis la première personne que tu vois? Est-ce que tu comptes voir d'autres freelances ou pas? Sur quels critères tu vas faire tes choix aussi s'il y a plusieurs prestataires dans le pipe? Et quand est-ce que tu as besoin de démarrer le projet si vous n'avez pas forcément posé la question en amont. Donc ça, c'est des questions qui permettent de bien cibler ça. Et donc, moi, il y a 2 options. Soit j'envoie la proposition de manière asynchrone en faisant une petite vidéo en expliquant un peu voilà comment est-ce que moi j'ai l'habitude de travailler, voilà la proposition commerciale. Soit j'engage le client sur un nouvel appel une semaine après, par exemple, si le besoin n'est pas ultra urgent, ou quelques jours après, en mode je te présenterai en live la proposition et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Vous pouvez aussi très bien le faire directement dès le premier appel si vous avez suffisamment de temps et que le besoin est assez clair et que vous n'avez pas passé 40 000 ans dessus. Moi, j'aime bien faire ça en appel 1, appel 2. Ça dépend aussi du pricing, ça dépend de la maturité de votre client. Est-ce qu'il a l'habitude de bosser avec des freelances ou pas? Est-ce que c'est un sujet urgent ou pas pour lui? Voilà, soit vous faites ça en un appel, mais du coup ça demande de condenser. L'avantage de faire ça en un seul appel, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin de faire une longue proposition commerciale avec des slides, etc. L'avantage d'avoir 2 appels, c'est que si vous êtes face à des prestataires et des concurrents, eux n'auront peut-être pas le réflexe de faire ça en appel, etc. Et donc ça vous permet de marquer des points là-dessus. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. La petite checklist aussi de fin de rendez-vous, caler un prochain rendez-vous de présentation si jamais vous le présentez, et surtout engager le prospect sur une deadline pour vous faire un retour sur votre proposition. Ok, je t'envoie ma proposition d'ici demain, quand est-ce que tu penses pouvoir revenir vers moi? Ah ok, tu reviens le 27, et très bien, écoute, j'attends ton retour d'ici le 27. Si j'ai pas de réponse de ta part, je me permettrai de te relancer directement. C'est très important. Et bien évidemment, quoi qu'il arrive, vous envoyez un petit mail de suivi juste après l'appel pour récapituler juste ce que vous venez de dire. C'était super, merci beaucoup. Comme convenu, je vous envoie un email avec ma proposition d'ici demain soir, ou merci, c'était super sympa. Comme convenu, je vous confirme, on se retrouve bien dans 3 jours pour que je puisse vous présenter une proposition commerciale. Moi, ce que j'aime bien faire, alors vous allez voir au début, c'est un petit peu difficile. Il se trouve que moi, j'ai le biais d'avoir mis en place cette checklist-là quand j'avais déjà l'habitude de faire des appels. Donc, j'ai pas le retour d'expérience, moi, de mettre ça en place alors que j'avais pas fait beaucoup d'appels. Donc, ça peut être un peu difficile, un peu déroutant. Mais moi, je vous conseille d'avoir un petit post-it ou d'avoir une petite feuille à côté de vous avec cette checklist qui me permet de valider si j'ai fait un bon appel prospect. Normalement, je peux cocher les 12 points que je vais vous citer dès maintenant. J'ai posé la question du budget. Deuxième point, je sais où en est mon prospect dans son processus de décision. C'est-à-dire combien est-ce qu'il doit avoir de freelance, est-ce que je suis face à des agences, est-ce qu'il doit se décider rapidement ou pas. Troisième point, j'ai compris les besoins spécifiques et les attentes du prospect. Ça, normalement, c'est quand même l'objectif du call. Le quatrième point, c'est je connais les échéances et les délais du projet. C'est-à-dire à quel point le besoin est urgent, à quel point on doit le démarrer, à quel point on doit le finir très rapidement ou pas.
5e point, j'ai identifié les principaux interlocuteurs et décideurs impliqués dans le projet. Par exemple, est-ce que je suis bien sûr d'avoir eu le décideur pendant l'appel ou bien j'ai eu juste le stagiaire ou l'alternant ou l'opérationnel qui vient d'arriver et qui doit en fait en parler à son boss ou pas. Et auquel cas, à quel point j'ai été capable d'inclure le décideur dans ce deuxième appel où je vais présenter ma proposition commerciale par exemple. 6e point, j'ai pris connaissance s'il y a des contraintes techniques ou logistiques éventuelles par exemple. C'est pas toujours le cas, mais c'est toujours bien de l'avoir. 7e point, je connais les objectifs et les résultats attendus par mon prospect. On en a déjà parlé. 8e point, j'ai compris le contexte et les enjeux du projet pour l'entreprise du prospect. 9e point, j'ai demandé si le prospect a déjà travaillé avec des freelances auparavant et son retour d'expérience. Ça me permet toujours de voir en mode, en fait, j'ai bossé avec des freelances. Le seul problème, c'est que je suis tombé sur des freelances qui n'étaient pas toujours très sérieux. Les deadlines glissaient toujours, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans mon argumentaire commercial, je dois absolument jouer là-dessus. Moi, je m'engage à tenir les délais. Si je tiens pas les délais, je m'inflige des pénalités et donc je vous fais des ristournes, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de choses sur lesquelles vous allez pouvoir jouer en fonction de l'expérience que des prospects ont déjà eu avec d'anciens freelances. 10e point, j'ai obtenu les coordonnées et j'ai toutes les coordonnées pour mon prospect, l'email, téléphone, les adresses de facture si besoin de faire une facturation directement. 11e point, je sais quels sont les critères de sélection et les priorités du prospect pour choisir de partir avec moi ou un autre freelance ou une autre agence. En fait, le critère important, c'est à quel point vous avez déjà fait ça pour des entreprises qui sont similaires aux nôtres. Le critère premier, j'avoue que ça va être le prix. C'est à quel point vous êtes disponible, etc. Donc ça, il faut que j'ai ça en tête. Et le 12e point de cette checklist-là, c'est j'ai proposé une prochaine étape claire et convenue d'un suivi ou d'un rendez-vous avec mon prospect. Vous voyez, vous avez ces 12 points-là qui sont vraiment, vraiment très, très importants. Et donc, je ferai une petite fiche. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait, mais je vous ferai une petite fiche spécifique où, normalement, vous pouvez rayer ces 12 points-là, ou au moins, l'idée, c'est d'en rayer au moins 10 sur 12 pour vous dire, OK, j'ai fait un bon appel prospect. Je trouve que ça, c'est une bonne manière de faire. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'appel prospect. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, à m'envoyer un petit message et comme ça, je peux faire un petit follow-up sur le prochain mémo là-dessus, sans aucun souci.